Docteur Frédéric Foka, bonjour. Bonjour Richard, comment tu vas? Je vais très bien et vous-même? Ça va très bien, ça. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Merci de me réinviter à nouveau. Vous avez publié avec Pancras Bebga en fin d'année 2020 cet important pavé, les grandes décisions de la jurisprudence africaine des droits de l'homme, avec une préface de Guillaume Lefloche, qui est directeur de l'Institut de droit public et de la science politique de l'Université de Rennes 1. Qu'est-ce qui fonde la raison de cette publication? En réalité, nous sommes dans un mouvement qui vise à vulgariser le droit africain et à montrer toute la place que ce droit occupe dans la scène internationale. Parce qu'il y a un important travail qui est fait sur le plan africain par la Commission africaine, par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par le Comité des droits et du bien-être des enfants, par les cours régionales comme la Cour de justice de la CEDEAO. Alors il était bon pour nous de mettre ce travail en avant, parce que c'est un travail important qui participe amplement à la construction du droit et du droit international des droits de l'homme en Afrique. En quoi est-ce que cette nouvelle publication se distingue des autres publications qui font une recension de la jurisprudence africaine des droits de l'homme? Alors nous, on ne fait pas de recension, nous, on n'est pas un recueil de jurisprudence, parce que la plupart des ouvrages, sinon tous les ouvrages qui sont publiés actuellement sur le sujet, sont en fait des recueils en fait de jurisprudence, c'est-à-dire que vous avez les jurisprudences alignées les unes après les autres. Or, ici, en fait, nous avons procédé à un traitement et à une analyse thématique de la jurisprudence, c'est-à-dire que au regard, c'est-à-dire nous lisons la jurisprudence et nous en tirons les grandes lignes, les grands enseignements, et nous présentons les jurisprudences donc suivant des thématiques. C'est-à-dire que par exemple sur le droit à la santé, nous irons dans chaque jurisprudence chercher en fait les éléments d'analyse qui se rapportent au droit à la santé. Et ça permet donc de lire inversement la chose, non plus les affaires pour chercher ce qui est dit sur les différents droits, mais plutôt les droits et les affaires correspondantes. Ça permet également de montrer comment est-ce que les juges africains ont fait évoluer l'analyse juridique ou bien la compréhension de certains droits. Dans cette logique, nous allons essayer de suivre justement la trajectoire idéale qui est celle qui innerve tout cet ouvrage, en essayant de prendre certaines catégories fondamentales de droit et essayer de voir à quel niveau la jurisprudence africaine se situe en la matière. Le travail prétorien qui est fait par le juge africain, comment est-ce que ces différentes questions sont traitées et à quel niveau est-ce qu'on peut trouver des parallèles avec la jurisprudence, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, et en quoi est-ce que la jurisprudence africaine se singularise. D'abord sur la question des sources du droit africain des droits de l'homme. Selon vous, est-ce que les sources de ce droit africain des droits de l'homme s'inscrivent dans la grande trajectoire traditionnelle des sources du droit international des droits de l'homme, ou bien au niveau africain, il y a une singularité par rapport à la prégnance de certaines sources sur d'autres? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que vraiment sur les sources, on est un peu dans la continuité de ce qui se fait. C'est-à-dire que vous aurez comme les grandes sources, vous aurez toutes les grandes sources reconnues en droit, avec une particularité justement dans notre contexte sur la jurisprudence, parce qu'il y a une démarche de construction prétorienne du droit en Afrique qui est un peu inspirée du modèle de la common law. Ouais, donc le juge essaye toujours de construire à partir de ce qui lui est accessible. Et bien sûr, il convoque également beaucoup la doctrine sur un certain nombre d'éléments. Ça permet donc de nourrir le droit et de ne pas rester figé en fait sur les conventions. Et vous allez voir que la charte africaine étant l'élément de base, ce nourrissement qui vient donc de la doctrine et des jurisprudences et des décisions des mécanismes africains et des mécanismes non africains permettent donc de donner à un droit infime consacré dans la charte une certaine épaisseur et donc de garantir in fine la meilleure protection possible pour les populations africaines. Par rapport à cette construction d'un droit africain des droits de l'homme à partir de la jurisprudence de la Cour,
comment est-ce que les États-nations, comment est-ce que les justices nationales reçoivent la jurisprudence de la Cour en la matière, et quelle est la collaboration entre à la fois cette justice qu'on peut dire une justice supra et une justice infra, même si ces catégories sont des catégories qui peuvent prêter à confusion. Mais comment est-ce que vous analysez le rapport entre la justice rendue au niveau africain et la réception qui en est faite par les ordres juridiques nationaux? Alors, il existe toujours des défis. On ne peut pas aujourd'hui dire que rien n'est fait. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont beaucoup évolué. Quand je prends par exemple le Nigeria de Sani Abacha, au lendemain justement de la chute de Sani Abacha, il y a eu un certain nombre de plaintes en fait contre le Nigeria introduites par les Nigérians, par des associations qui portaient plainte pour les Nigérians, parce que c'est l'une des particularités du système africain, c'est que on fait sauter le verrou du traditionnel pas d'intérêt, pas d'action, pour donner la possibilité aux ONG de pouvoir représenter les populations tant il est admis qu'elles sont faibles et vulnérables. Donc, pour revenir donc sur cette question, il faut voir que les différentes décisions sur le Nigeria ont permis un certain nombre de réformes au plan de la protection des droits des personnes au Nigeria. Maintenant, il y a de nombreux autres pays qui ont favorablement réceptionné les décisions qui étaient prises par la Commission ou par la Cour ou d'autres mécanismes africains. Et surtout, et ça se passe de façon très suivie dans le contexte de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais comme toutes les justices, il y a beaucoup de défis. Vous voyez, il y a toujours ce grand rapport entre la justice supra, justement, la justice au-dessus de l'État, et la justice nationale. Les États restant souverains, on a vu beaucoup de chocs, notamment avec la Cour africaine, parce que la Cour africaine a un mandat beaucoup plus contraignant. Et on a bien vu que des décisions ont provoqué une certaine cassure, parce qu'elles appelaient des réformes majeures au plan national. Ça a provoqué un certain nombre de cassures. On peut convoquer ici, par exemple, le cas Ingabire sur le Rwanda, parce que dès que l'affaire Ingabire a été jugée dans un certain sens, le Rwanda, ou bien dès que le jugement allait vers un certain sens, le Rwanda a décidé de se retirer de la Cour, en fait de retirer sa déclaration d'acceptation faite au titre de l'article 34.6 qui autorise les individus à saisir la Cour. Ça a été fait même par le Bénin au lendemain de l'affaire Ajavon, et par la Tanzanie également qui a fait la même démarche. Donc ce sont des démarches de rétropédalage qui ne favorisent pas la protection des droits de l'homme en Afrique et qui montrent bien que ces juridictions-là restent sur un certain nombre de principes qu'il est bon que les États africains intègrent pour une meilleure protection des droits de l'homme. Mais on voit bien que les conflits avec le niveau politique restent tellement forts que souvent les États préfèrent se retirer plutôt que de suivre ce que eux-mêmes ils ont ratifié au titre de la charte. Parce qu'il faut rappeler que après tout cela se fonde sur la charte africaine des droits de l'homme et peuple qui est ratifiée par l'ensemble des États africains. Qu'est-ce que la charte, par exemple, de la Cour prévoit en termes de réception de ces décisions? Sont-elles exécutoires et obligatoires? Alors, l'article 1er de la charte oblige tous les États à prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux droits consacrés par la charte. Je crois que cet article est suffisamment clair. Ça veut donc dire que chaque État, même avant qu'il y ait une décision de la Commission de la Cour africaine, a l'obligation de prendre des mesures internes pour donner plein effet aux décisions prises au niveau, aux dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur le plan national, par exemple, vous connaissez bien l'article 45 qui dit bien que les conventions internationales sont supérieures au droit national et donc les lois doivent être réformées ou corrigées pour se conformer aux conventions internationales. C'est clair. C'est la même démarche donc qui est consacrée à l'article 1er de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça veut donc dire que sur ce fondement-là, les États ont une obligation de mise en conformité. Maintenant, lorsque dans leur pratique, ou bien par un certain nombre de textes, les États ne se conforment pas, la Commission africaine ou la Cour africaine leur rappelle simplement leur obligation de conformité au regard de l'article 1er. Et donc, sur ce fondement-là, on peut penser que c'est une obligation en fait. C'est-à-dire que ces décisions, bien que la Commission n'a pas, ces décisions ne sont que des constatations, et c'est en fait la raison pour laquelle la Cour a été mise en place, pour avoir justement ce mandat exécutoire, pour rendre ces décisions exécutoires à l'égard des États. Mais on voit bien que justement, les États y adhèrent faiblement et de nombreux États qui ont ratifié le protocole de Ouagadougou qui crée la Cour africaine n'ont jusqu'à présent pas
fait la déclaration d'acceptation de la compétence individuelle au regard de l'article 34.6, ou pour quelques-uns qui l'ont fait, ils ont fait un rétropédalage, ils sont retirés. Ça veut bien dire que ces décisions sont exécutoires et contraignantes à l'égard des États qui, pour des intérêts avoués ou inavoués, préfèrent se retirer et donc, en conséquence, ne pas respecter la Charte africaine des droits de l'homme et des libertés. Quel est donc l'intérêt de faire une analyse sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et sur la Commission si ces décisions sont pour l'essentiel dénues d'efficacité du point de vue de leur application par les États? Est-ce davantage dans une logique de vulgarisation du travail de la Cour ou dans une expectation de ce que, par le travail d'information, que cela puisse provoquer des réformes pour finalement peut-être favoriser l'acceptation des décisions qui sont rendues par la Cour? On a quelques exemples ces dernières années avec le comportement, par exemple, de la Côte d'Ivoire par rapport à une décision qui a été rendue concernant, par exemple, Guillaume Soro. On a dans le cadre de l'État du Cameroun certaines décisions rendues par rapport à certains justiciables poursuivis dans le cadre de l'opération Épervier, pour ne pas citer le cas de Mebara. Et on a vu bien les réticences des États par rapport à l'acceptation de ces décisions. Finalement, en termes d'efficacité, est-ce que ce travail n'est pas davantage un travail de vulgarisation qui doit rester confiné dans les universités? Mais non, mais Richard, on ne peut pas dire que ce travail dénué d'efficacité. En fait, il y a des challenges, comme il en existe même pour des juridictions, même au niveau national. C'est-à-dire que je peux également vous citer un certain nombre de décisions, même de la Cour suprême, qui n'ont pas été respectées ici. Vous connaissez bien un certain nombre de décisions relatives, je crois, à la SOCAM ou quelque chose comme ça qui n'avait pas été... CMC. CMC et SOCAM. Donc, c'est pour dire qu'en fait, la justice reste et demeure un objectif à atteindre. L'un des défis du droit et des droits de la protection des droits de l'homme en Afrique n'est pas en fait au niveau de l'efficacité des juridictions ou des décisions des juridictions, mais est au niveau en fait de la saisine de ces mécanismes. Dans certains cas, il y a de nombreux cas où des affaires auraient pu prospérer. Je vous citerai également l'affaire, par exemple, Bianque contre le Cameroun. C'est une affaire qui a prospéré et qui a très bien marché. Donc le Cameroun n'est pas un État qui ne respecte pas. Il y a des affaires qui sont plus sensibles que d'autres, on l'admet, mais les États aussi ont une attitude assez bonne en fait par rapport à d'autres situations. Donc l'objectif d'un ouvrage comme celui-là, c'est d'abord un travail de formation, d'information et de transformation de la société. Donner aux individus les outils nécessaires pour pouvoir revendiquer leurs droits. Parce que pour revendiquer un droit, il faut le comprendre. Mais ça vaut aussi pour l'avocat qui défend un droit. Ça vaut également pour le magistrat qui doit décider. Nous devons ensemble comprendre quelle est l'étendue des droits pour mieux les protéger, les garantir. Ça vaut in fine pour l'État lui-même qui veut mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Il doit comprendre ce qui est attendu de lui au niveau africain. Ça lui permet d'anticiper en fait sur un certain nombre de violations qui sont soit inhérentes aux droits nationaux, soit liées aux pratiques nationales. Ouais, c'est ça l'objectif d'un ouvrage pareil. Sur les deux principales parties de l'ouvrage, la première partie étant consacrée aux principes fondamentaux et aux procédures du droit africain des droits de l'homme, je suis particulièrement intéressé par le principe de la bonne administration de la justice. En cette matière, qu'est-ce que laisse transparaître la jurisprudence africaine en la matière? Est-ce que cette bonne administration qui est un horizon, est-ce un horizon atteignable dans notre contexte? Quand vous analysez les décisions qui sont rendues, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution en matière de bonne administration de la justice? Est-ce qu'il y a une évolution des États en termes de bonne administration de la justice? Je dirais oui. Parce que quand on part quand même, je reviens encore dessus, c'est un point de départ très important dans la justice africaine. Quand on part en fait de toutes ces affaires contre le Nigeria et le Nigeria de Sani Abacha, on se rend compte que la justice en fait était complètement dénuée de l'idée de justice même. En réalité, la justice n'était qu'un bras armé au service de l'État. Et quand vous verrez par exemple les tribunaux militaires sous Sani Abacha, c'était en fait des tribunaux militaires dans lesquels on n'avait presque pas de juristes. En fait, c'est des militaires qui siégeaient et qui avaient pour mandat de condamner. C'est-à-dire l'objectif, c'est de condamner. Ça veut dire qu'au-delà d'une présomption de culpabilité, vous étiez déjà prisonnier même avant d'arriver chez le juge. On se rend compte aujourd'hui quand même qu'il y a une évolution, un départ de ce point-là. Et vous savez par exemple que la Commission africaine a produit une très belle résolution en fait demandant aux États d'éviter autant que faire se peut le jugement des civils par les militaires.
c'est déjà une avancée. C'est quelque chose qui est suivi dans certains États. Et dans d'autres États, les justices militaires, par exemple, ont été corrigées pour ne pas être cette justice aussi brutale qu'elle était sous Sani Abacha, mais avoir une justice militaire qui respecte les canons de la bonne administration de la justice. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre, il y a une certaine évolution. Même si dans certains cas, ce n'est que de l'habillage, mais on voit quand même que le souci d'habiller traduit quand même un souci de se conformer. Vous voyez, et au fur et à mesure qu'il y a ce type de pression, on fait bouger les lignes, petit à petit certes, mais elles bougent quand même. Sur la seconde partie, la garantie des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, je voudrais m'intéresser davantage sur les droits civils et politiques, qui semblent être peut-être le terrain fertile de la réticence des États en la matière. On a vu et on a espéré que l'avènement de la Charte africaine pour la démocratie, les élections de la gouvernance, devait constituer un élément aussi important dans l'ordonnancement juridique et tous les instruments juridiques entre les mains des juges africains. Quel est l'état de cette protection des libertés fondamentales, en l'occurrence des libertés politiques, aujourd'hui en 2021, peut-être par rapport à ce qu'il se faisait avant l'avènement de la Charte? Est-ce que la Charte, dans l'analyse que vous en faites, a été est d'un apport, on peut dire décisif, dans la construction vraiment d'une conception africaine de l'état de droit et de l'environnement démocratique? Alors, la Charte africaine de la démocratie, des élections et des gouvernances a complété une armature en fait liée à la protection des libertés, à la protection de l'espace démocratique. Cette armature est complétée par une disposition spéciale du protocole de Malabo qui transforme en fait les changements institutionnels du gouvernement en crimes internationaux en Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ceinture quelque chose. Maintenant, vous savez, il y a toujours des grands challenges. Le problème, c'est que le protocole de Malabo rentre en fait dans les réformes de la Cour africaine. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en fait la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, est elle-même un instrument qui n'est pertinent en fait que devant la Cour africaine. Devant la Commission, elle peut être convoquée à titre d'interprétation, mais elle n'a pas ce mandat contraignant qu'elle aurait pu avoir devant la Cour. Maintenant, ce qui se passe, c'est que devant la Cour, le challenge reste en fait ce fameux article 34.6. Il faut que les États soient capables de lever ce verrou pour que les individus puissent y avoir accès. Lorsqu'il va lever cet individu, peut-être le floodgate de l'ensemble des décisions, enfin l'ensemble des plaintes, pourra faire bouger les lignes. Ce n'est pas pour dire que les choses ne bougent pas, c'est pour dire juste qu'aujourd'hui, il y a une armature juridique qui est mise en place, il y a une architecture institutionnelle qui est là. Maintenant, il faut également que les États montrent un peu de volonté politique, montrent un peu d'envie de jouer franc jeu pour arriver justement à une meilleure protection du cadre et de l'espace démocratique en Afrique. Sur la question des droits économiques, sociaux et culturels, il y a une forte tendance dans le continent aujourd'hui, un fort regain du repli identitaire. Dans la plupart des pays, les pays africains sont traversés vraiment par des mouvements identitaires importants. Le Cameroun, la Somalie, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, récemment même des pays comme le Ghana et le Kenya qui semblaient être épargnés. Comment est-ce que la Cour, est-ce qu'il y a déjà au niveau de la Cour ou de la Commission un certain nombre d'affaires concernant les droits économiques, sociaux et culturels dans cet aspect-là identitaire? Si oui, comment est-ce que, dans quel sens vont les décisions qui sont rendues? Alors, la question des identités, des extrémismes n'est pas particulière à l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a bien vu avec l'Italie, avec les États-Unis dans une certaine mesure, avec le Brésil, la France et l'Espagne, que c'était justement une question mondiale. La question des replis identitaires aujourd'hui, c'est une question mondiale. La question des extrémistes, c'est une question mondiale. Maintenant, au niveau africain, beaucoup de groupes ou de communautés ont voulu mobiliser le droit des peuples pour essayer l'autodétermination. Voilà, le droit des peuples à l'autodétermination pour essayer de construire une volonté de s'émanciper des territoires définis au lendemain des indépendances. Mais dans le cadre africain, la Commission notamment a tenu à le rappeler, c'est que tel que le droit des peuples est conçu quand il est inscrit dans la Charte en 81, n'est pas la même interprétation qu'au lendemain justement
de la décolonisation complète de l'Afrique. L'objectif d'insérer cette disposition sur le droit des peuples à l'autodétermination dans le contexte africain était de faire parvenir tous les États africains à la décolonisation et à la libre et à l'autodétermination. Une fois que cela est fait, le droit des peuples prend une nouvelle signification dans le contexte africain. Il s'agit du droit des populations à participer librement à la gestion des affaires publiques. En réalité, et dans ce livre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que nous, maintenant, nous les auteurs, avons essayé de construire ce droit des peuples à l'autodétermination comme un droit à la décentralisation. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le droit que les populations ont de décider de leur avenir au niveau local. Ça va dans le sens de ce qui est dit par la Commission. Et ça permet donc justement de faire shifter ce droit à l'autodétermination d'un droit de la sécession vers un droit de la construction nationale qui intègre les besoins de toutes les populations, notamment au niveau local. Et c'est d'ailleurs très intéressant dans la mesure où la Charte africaine des élections de la démocratie et de la gouvernance a aussi systématisé, a aussi posé le principe des droits de peuple à l'autodétermination et c'est sur cet aspect que je voudrais vous entendre à la faveur justement de l'inscription de ce principe des peuples à l'autodétermination. La charte donne aussi aux peuples, aux populations, le droit de faire partir leurs dirigeants par la rue. C'est clairement inscrit dans la charte. Est-ce une forme d'autodétermination poussée? Ou bien les États africains, à la faveur de la charte, se font harakiri? Non, je pense que la volonté populaire est celle qui fonde en fait la légitimité des pouvoirs. Oui, ça veut donc dire que dans tous les cas, il faut toujours s'assurer que les dirigeants qui sont là parce qu'ils ont eu en fait la majorité des suffrages au niveau populaire. Maintenant, est-ce que on consacre par ce même canon-là un droit à l'insurrection populaire? Je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit juste ici, en fait, de rappeler que le pouvoir vient du peuple et appartient au peuple. Et c'est un élément fondamental dans le contexte africain. Ouais. Il est clair qu'il faut rappeler à tous, au peuple, mais aux dirigeants, que le pouvoir appartient au peuple, il vient du peuple, et que le pouvoir doit être géré dans l'unique satisfaction des besoins du peuple. Voyez, à partir du moment où un peuple est, comment dirais-je, se sent intégré dans la gestion des affaires publiques, bénéficie de la redistribution des richesses publiques, alors je pense que tout ira bien. À partir du moment où un peuple peut s'exprimer librement, peut jouir de ses droits fondamentaux, peut jouir peut avoir accès, bien peut exercer librement les libertés fondamentales, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, le défi en fait africain, c'est d'arriver à avoir des gouvernements qui gouvernent, permettez-moi cette idée, qui gouvernent dans l'intérêt du peuple. Oui. Et c'est justement l'objectif de la Charte africaine de la démocratie et des élections et de la gouvernance. C'est d'arriver à mettre en place une saine gouvernance qui profite au peuple et non à une petite élite. En termes de réformes structurelles qui peuvent être envisagées, il y a certains auteurs qui estiment que l'une des faiblesses du mécanisme africain de protection des droits de l'homme est le fait que nous ayons d'un côté une cour, de l'autre une commission, et qu'il aurait fallu peut-être penser à une réforme institutionnelle qui puisse fédérer les deux entités en une seule. Quel est votre point de vue par rapport à ce point de vue? Certains estiment que quand on analyse par exemple le système européen ou le système nord-américain, on a davantage une institution faîtière qui a la compétence à la fois de rendre des jugements, de mettre des avis, qui a donc à la fois une pléthore de compétences qui rentrent dans les champs des deux institutions. Quel est votre point de vue par rapport à la matière, vous en tant que spécialiste de la question? Alors ce serait dommage que ces auteurs continuent à écrire sur ces questions parce que précisément c'est ça la réforme qui a été mise en place en 1998 en Afrique. En réalité, quand on étudie le système européen ou le système interaméricain, on se rend compte que tous ces systèmes ont évolué d'une commission vers une cour qui a pris ensuite la place. Et bien sûr, il faut bien comprendre que toute cette transition a pris du temps pour mettre en place les procédures et du temps pour intégrer au niveau psychologique la nouvelle démarche. C'est précisément ce qui se fait au niveau africain, c'est que la Cour africaine, la Commission africaine, pardon, a été créée par l'article 30 de la Charte africaine.
Elle a été créée en 81, elle a commencé son activité en 86, elle a rendu ses premières décisions quelques années après. Elle a travaillé ainsi seule jusqu'en 98 et le problème en fait qui a été observé, c'est que les décisions de la commission n'étaient pas contraignantes. C'est-à-dire que la commission appelait les États à mettre en œuvre ces décisions, à appliquer ces décisions, mais les décisions n'avaient pas le caractère contraignant. On part donc de là pour dire qu'il faudrait créer une cour qui a justement un mandat plus contraignant et qui complète et renforce le mandat de la commission. C'est ainsi que la réforme de 98 est faite à Ouagadougou. Aujourd'hui maintenant, la cour est là, elle est en train de prendre également le temps de s'installer, elle est en train de prendre le temps de laisser une empreinte psychologique, un changement de mentalité dans le rapport entre les États et cette cour, et c'est précisément ce qui se passe au niveau africain. Ça veut dire qu'on va évoluer justement vers un mouvement où la commission va progressivement s'effacer quand la cour va progressivement prendre de l'ampleur. Vous voyez? Et à la fin, donc, on aura la même armature que les systèmes américains et européens de protection des droits de l'homme. Docteur Frédéric Foka, les grandes décisions de la jurisprudence africaine des droits de l'homme et des peuples, il y aura le tome 2? Bien sûr, bien sûr. Là, ce n'était qu'un premier travail. Nous avons travaillé sur un échantillon d'environ 700 décisions. Nous continuons à collecter les décisions, nous continuons à nourrir la réflexion, nous continuons à monitorer en fait les évolutions du droit africain. Mais permettez-moi de sortir par quelque chose de très intéressant qui est dit dans ce livre justement, c'est que concernant les populations autochtones, vous savez qu'aujourd'hui les populations autochtones, et je parle des populations autochtones au sens international du terme, hein, pas au sens camerounais du terme, n'ont pas de protection en ce qui concerne leur rapport à la terre. Et on sait que c'est ce rapport à la terre qui garantit leur survie. Et vous savez que ici, la protection, en fait, partout en Afrique d'ailleurs, la possession ou bien la propriété sur la terre est symbolisée par un titre foncier. La Commission africaine, justement, essaye de faire bouger, ou bien fait bouger cette ligne, notamment dans le cas kényan avec l'affaire Endo-Roi, pour dire que pour ces populations, voilà, la possession faux droit, et que ici, c'est à l'État, c'est-à-dire qu'en l'absence d'un titre foncier, il faut considérer justement la durée de la possession de la terre et que l'on ne peut donc pas pénétrer dans une réserve ou pénétrer dans une forêt et menacer la survie des populations autochtones simplement parce qu'elles n'auraient pas un titre foncier. C'est un travail extrêmement important qui a été produit. La première édition des grandes décisions de la jurisprudence africaine des droits de l'homme et des peuples s'inscrit dans la grande lignée des grands arrêts, par exemple en droit civil, droit pénal, droit administratif. Elle entend offrir aux étudiants, praticiens du droit, enseignants, chercheurs, personnels des associations et organisations œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme un accès à une kyrielle de décisions qui ont permis au fil des années de consolider la jurisprudence africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans cet ouvrage, les auteurs ont essayé au mieux de rendre compte de cette riche jurisprudence, aussi bien en matière de droit substantiel que de droit processuel. Y sont regroupées les grandes décisions qui ont été commentées de manière générale et classées de manière à montrer l'évolution du droit africain, des droits de l'homme et des peuples sur chaque question. C'est un ouvrage majeur pour tous ceux qui s'intéressent aux problématiques des droits de l'homme. Je vous invite à vous le procurer auprès du centre de recherche a priori, à la collection Savoir, édition Lupepo. C'est un ouvrage qui a été co-dirigé par Frédéric Foka Tafo et Pancras Bebga. Docteur, merci infiniment d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Wafrika TV. Je ne sais pas si... je le dirai peut-être à notre prochain échange. Nous abusons peut-être de votre générosité parce que quelque part aussi vous êtes un géniteur de Wafrika TV. Merci infiniment. Merci à vous et nous restons à disposition de ce projet pour le faire grandir au maximum. Wafrika TV vous dit à très bientôt pour un échange avec une autre forte tête, une autre lumière de notre continent. À très bientôt. Merci.